Le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, doit donc rendre dans un peu moins de 2 heures désormais ses premiers arbitrages sur la réforme du métier d'enseignant, essentiellement sur le primaire. Et cela 3 semaines après l'ouverture de négociations avec les syndicats. Vincent Peillon, qui en est convaincu, l'échec scolaire se joue dès les petites classes. C'est donc là qu'il faut faire peser l'essentiel de l'effort, avait-il déclaré dans Libération, notamment le 12 décembre dernier. Il faut dire que le récent rapport PISA du 3 décembre et la grogne des professeurs de prépa mettent au grand jour une réalité. L'école doit être réformée et il faut en effet aussi, et sans doute peut-être commencer par l'école primaire. Tout d'abord, il y a le tollé provoqué par les nouveaux rythmes scolaires, on le voit, qui instaure la semaine de 4 jours et demi. Et puis le vaste chantier lancé pour la réforme des programmes montre qu'il y a beaucoup de motifs de mécontentement et de grogne chez les enseignants. Mais derrière ces grèves, comme il y en a eu le 5 décembre dans toute la France, se cache apparemment un malaise plus profond du métier de professeurs des écoles, qu'on appelait jadis les instituteurs, l'impression de devoir assurer la réussite de tous les élèves sans avoir les outils concrets pour le faire et sans être soutenus dans cette voie. Le manque d'aide pour individualiser l'enseignement, une faible reconnaissance sociale et parfois un sentiment d'infantilisation. L'école primaire doit donc être repensée, pour certains, de fond en comble pour assurer un socle de connaissances solide aux élèves et éviter les chiffres accablants d'aujourd'hui. En effet, 15% des élèves sortiraient de l'école primaire illettrés ou quasi illettrés. Alors pour remédier à tout cela, doit-on faire de la réussite de tous les élèves la grande cause nationale de ces prochaines années? C'est une de vos grandes idées. Claude Tellot, bonjour. Bonjour. Vous êtes un de nos invités ce matin. On vous présente comme un haut fonctionnaire français, mais il est important surtout de dire que vous êtes un grand spécialiste de toutes ces questions d'éducation nationale, puisque vous avez été directeur de l'évaluation et de la prospective au ministère de l'Éducation nationale de 90 à 97, mais surtout président, je vais dire beaucoup d'autres fonctions, mais président de la commission du débat national sur l'avenir de l'école. C'était en 2003-2004, ça fait donc 10 ans, un rapport, le fameux rapport Tellot, que vous aviez remis à François Fillon le 12 octobre 2004, auteur de très nombreux ouvrages. On en trouvera la liste sur notre site franceculture.fr, notamment Tel père, tel fils, position sociale et origine familiale, ou encore l'évaluation du système éducatif chez Nathan, c'était en 94. Et d'autres ouvrages. À côté de vous, je n'ose pas dire une instite, parce qu'on ne dit plus instite, paraît-il. On dit professeur des écoles, Pascal Laporte. On dit professeur des écoles, on ne dit plus institutrice ou instituteur. Comment ça, on dit plus instituteur? Mais on est devenu... C'est pas bien instite? Je sais pas, ça fait peut-être vieux jeu, ça fait peut-être pas dépassé. On est dans une mutation telle maintenant que on est avec des enfants qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Alors peut-être est-ce en fonction de ça qu'on doit rétablir un nouveau vocabulaire nous concernant. Et puis encore un sage parmi nous, Claude Sébel. Bonjour Monsieur Sébel. Inspecteur général honoraire de l'INSEE, vous avez lancé notamment les premiers travaux d'évaluation pédagogique et des performances des élèves, et vous avez dirigé de 93 à l'an 2000 la direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques, la fameuse DARES, et puis participé très souvent aux analyses du Conseil d'analyse économique en explorant notamment les questions d'éducation et de formation. Et pour m'accompagner, afin d'être précis, de ne pas être parfois trop dans le vague, la spécialiste qui connaît tout, des chiffres, des enjeux de ces questions autour de l'éducation nationale, je vous appelais Madame Éducation, voilà. Louise Touré, qu'on écoute tous les mercredis dans Cas d'école, comme hier par exemple. Rue des Écoles, pardon. Marc. Rue des Écoles, sur France Culture. Dites, savez-vous ce que Vincent Peillon doit annoncer, là, aux alentours de 9h, 9h15, 9h30 ? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je sais, c'est ce qui a été dit au Conseil supérieur de l'éducation vendredi dernier. C'est un conseil dans lequel les journalistes ne rentrent pas, mais grâce à Twitter, c'est le charme des réseaux sociaux, on a beaucoup d'informations. Oui, alors il y a des postes sur le collège, 4000 environ. Il y a aussi une meilleure définition, et c'est ça l'esprit de ces négociations en ce moment, de ce que c'est que le métier d'enseignant, ce qu'on attend des enseignants, en plus de faire la classe, éventuellement corriger les copies. Eh bien, il faut maintenant rentrer dans le statut des enseignants, tout ce qu'il y a autour, rencontrer les parents, le suivi individualisé. On n'est pas encore dans les profs à l'allemande qui passent toute leur journée dans l'établissement, dans le secondaire, mais on va inscrire, graver dans le marbre, ce que c'est que d'être enseignant aujourd'hui, et ça dépasse le fait de simplement faire cours. Ce qui n'est pas simple. Alors, Claude Tellot, on l'a entendu dans les journaux de France Culture, et c'est une information France Info au départ, le ministre de l'Éducation va annoncer la revalorisation du salaire des primes des directeurs d'école. Est-ce que cela vous paraît suffisant comme piste, ou tout de même, pour vous, quel est l'enjeu
de réformer cette question qui vous semble, à vous, cruciale, les enjeux de la réforme de l'école primaire? Non, mais attendez, il faut quand même partir du départ. L'école est faite pour faire réussir les élèves. Oui, ça fait des siècles. Non, pas des siècles. Il y a quelques décennies, il y avait beaucoup d'élèves qui sortaient en ayant échoué à l'école et qui néanmoins réussissaient leur vie. Ce qui est nouveau depuis 20 ans, disons, 30 ans si vous voulez, mais qui n'était pas vrai au début du XXe siècle, c'est que si vous sortez de l'école en ayant échoué à l'école, vous ne pouvez plus réussir votre vie. C'est comme ça. Et par conséquent, la société délègue à l'école, au système éducatif, une responsabilité écrasante qui est de faire réussir tous les élèves pour précisément qu'ensuite, ils réussissent leur vie à la fois individuelle, mais aussi collective. C'est-à-dire, si vous voulez, vous dites tout à l'heure 15% des élèves sont illettrés. Je n'emploierai pas le terme illettré. En revanche, je dirais c'est plus que 15% qui aujourd'hui ne maîtrisent pas à la sortie de l'école, hélas, un certain nombre de fondamentaux nécessaires pour réussir leur vie et la réussir collectivement. C'est ça le point décisif. Le grand échec scolaire n'est pas une question individuelle. À quel moment a eu lieu alors cette bascule, a priori, selon vous? Du point de vue de l'évolution de la société, ne permet plus à quelqu'un de réussir, non pas l'école, mais sa vie. De la société, c'est il y a une vingtaine d'années, à peu près. D'ailleurs, le rapport que vous avez bien voulu rappeler, que j'avais fait au nom de la commission il y a une dizaine d'années, avait retenu ce titre exprès, pour la réussite de tous les élèves. Et il ne faut pas dire que c'est ancien, c'est tous les siècles, c'est nouveau. Et c'est nouveau, et c'est précisément parce que c'est nouveau, et c'est précisément parce que c'est difficile. Madame la professeure des écoles l'a dit tout à l'heure pour expliquer pourquoi on avait changé de nom. C'est précisément parce que c'est nouveau et c'est difficile qu'il faut réfléchir à l'évolution du métier d'enseignant. C'est ça le point central. Il y a une contradiction absolue entre faire réussir tous les élèves et rester dans la définition d'un métier d'enseignant qui a été défini il y a 60 ans. Et Claude Thélault, pour être bien clair, quand vous dites donc, pour la réussite de tous les élèves, c'est pour la réussite de la vie de tous les élèves, c'est pas la réussite scolaire nécessairement. Non, je parle de la réussite éducative, parce que dans notre société, et d'ailleurs dans toutes les sociétés du monde développé, la réussite éducative est la clé de la réussite personnelle ultérieure. Économique, sociale, culturel, individuel, économique. Et je répète, c'est un problème de nous tous. Si vous avez 20% dans la nouvelle génération qui sort de l'école sont les fondamentaux, ça brise la capacité d'une société à vivre ensemble, à vivre correctement, à se développer. Louise Touré. On parle de 160 000 élèves qui sortent par an du CM2 sans maîtriser les fondamentaux. Il y en a encore plus qui sortent en difficile, ce serait 40% des élèves en tout. Je vous donne les statistiques. Non, il y a 150 000 décrocheurs. Non, donc, 150 000 élèves qui sortent sans diplôme. Madame Touré, vous savez ça comme moi. Le point, c'est pas... Je sais plus ou moins. Le point, c'est de définir les indispensables. Le point de l'école du socle, primaire et collège, l'école obligatoire, nous avons une école obligatoire jusqu'à 16 ans. Le point de l'école obligatoire, c'est d'éviter qu'ignore un élève de ce qu'il ne doit pas ignorer. Autrement dit, il faut définir ce qu'il ne doit pas ignorer. Ça s'appelle le socle des indispensables pour réussir sa vie. Et ayant défini ça, il faut le lui faire acquérir. Le socle commun. Mais justement, Pascal Laporte, on a la chance de vous avoir. Donc, vous êtes professeur des écoles. 2 questions. Est-ce que cette pression scolaire dont parlait Claude Thélault, vous la ressentez et vous la sentez comme croissante dans la demande parentale vis-à-vis de l'école, par exemple? Et est-ce que cette logique du socle, parce que c'est très intéressant de voir à quel point il y a quelque chose qui a été pensé il y a 10 ans, et finalement, on voit que ce que ça a laissé comme trace dans la pratique des enseignants, finalement, c'est assez relatif. Alors, Pascal Laporte, professeur des écoles. Oui. Je précise, dans une école publique du 12e arrondissement de Paris. À Paris, oui. On sent un stress. Il y a un stress partout qui est au niveau des parents, évidemment, mais au niveau des enfants. Les enfants sont des véritables éponges et ils ressentent ce stress. Les parents, je pense, sont dans une réelle difficulté de vie pour 1001 raisons. Et nous, on a à gérer ça. Donc après, on s'accommode, on essaye d'avancer comme on peut pour essayer, pour faire... et enseigner nos programmes. Les programmes ou le socle commun, moi je voudrais savoir comment il s'applique au quotidien. Donc le socle commun de connaissances et de compétences qui définit des objectifs d'acquisition, une sorte de plancher
Enfin, et ça va être redéfini. Non, mais c'est pas négatif de dire ça. Vraiment des indispensables, vous l'avez dit, Claude Thello, que tous les élèves devraient acquérir. Est-ce que vous avez l'impression que cette mission, elle est difficile aujourd'hui Les à remplir? indispensables. Alors, oui, elle est difficile parce que nous avons des effectifs, moi je vais être très concrète parce que je suis dans le concret, nous avons des effectifs très lourds. Nous avons beaucoup trop d'enfants dans nos classes avec des niveaux extrêmement disparates. Donc avec ça, il faut gérer les excellents, il faut gérer les enfants qui ont des vrais problèmes, des problèmes de langue, des problèmes d'adaptation, des problèmes familiaux. Et avec tout ça, on doit effectivement faire notre enseignement et nos cours. Alors, on trouve des solutions, mais les solutions vont laisser sur le côté, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années qui passent, des enfants qui ne sont pas encadrés. Parce qu'on a notre rôle d'enseignant, certes, mais on a un rôle d'éducateur. Et ça, on ne peut pas tout faire. Et on doit gérer des histoires qui nous dépassent parfois. Et pour ça, alors là, je déborde peut-être un peu de votre question, mais il y a une formation qu'on doit avoir justement sur la gestion des conflits. On est aussi amené à gérer des choses dont on fait avec notre propre sentiment. On n'a pas une formation précise sur la gestion des conflits, tout ce qui est l'encadrement et qui dépasse nos compétences d'enseignants. Alors, je voudrais faire écouter un témoignage, 3 courts témoignages rapides d'une seule et même personne interrogée par Antoine Beauchamp des Matins de France Culture. C'est une jeune professeure des écoles qui fait classe à des CE1, 25 heures de cours, est en préparation équivalent. Elle est âgée de 26 ans. Elle fait partie de la première génération des professeurs des écoles qui a connu la masterisation des concours. Elle enseigne dans une école qui appartient à une zone la rare réseau Ambition Réussite, ce qu'on appelle encore ZEP par habitude, c'est dans la banlieue grenobloise. Elle a souhaité rester anonyme. Elle répond à Antoine Beauchamp, notamment, en disant qu'elle est passionnée par son travail, mais qu'elle est souvent extrêmement découragée, et qu'on peut d'ailleurs être découragé quand on enseigne en ZEP, sans pour autant vouloir s'arrêter. Écoutez donc cette institutrice. J'aime beaucoup mon métier, surtout que j'enseigne à des plus petits, donc même en ZEP, moi j'arrive à leur apprendre à lire et donc ça c'est merveilleux. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus fatigant, surtout qu'on nous dit qu'en ZEP on n'y arrivera pas. En venant dans ma classe, il y a déjà des conseillers pédagogiques qui sont venus et qui m'ont dit que c'était trop difficile de leur enseigner telle ou telle chose, alors que mes élèves y arrivaient manifestement, mais ça leur suffit pas forcément. Quand on confronte les clichés qu'on a et puis la réalité, si on n'a pas envie de voir ce qui se passe en vrai, on ne voit pas quoi. En fait, on veut qu'ils correspondent aux clichés qu'on a de la ZEP. On n'a pas forcément envie de les faire progresser tant que ça. Et c'est ça qui est le plus dramatique, on va dire. Quand j'ai parlé d'arriver en janvier à faire lire aux plus en difficulté de mes élèves des sons comme le ouin de coin ou le i de chenille, on m'a dit que il fallait quand même pas être trop ambitieux. Enfin, il fallait quand même pas en vouloir trop et qu'il fallait que je me souvienne que j'avais des élèves de milieux défavorisés. Alors que de fait, mes élèves, à la fin d'année, ils arrivent à lire. À l'occasion de la question sur le soutien scolaire, écoutez ce que dit cette institutrice encore à Grenoble, qui n'est pas forcément dans ce que l'on a pu entendre sur la réforme des rythmes scolaires. Elle dit qu'au fond, il n'est pas une mauvaise idée que de réduire le nombre d'heures de cours pour les élèves qui, en situation de difficulté, du coup, perdent par là même des occasions d'heures de soutien. Et puis, d'ailleurs, elle parle notamment des activités pédagogiques complémentaires, les fameuses APC. Le soutien scolaire a complètement disparu dans certaines écoles. Dans des écoles comme la mienne, en ZEP, où les enfants ont clairement besoin de soutien scolaire, c'est une aberration. Mais surtout, ce qui est une aberration pour moi, c'est de faire croire que, en répartissant différemment et souvent plus mal les heures d'enseignement, on arrivera à des meilleurs résultats, alors que les enfants ont quand même perdu des heures d'enseignement, non seulement cette année, mais aussi avant, puisqu'on est passé de 30 heures à 27, puis 24 maintenant en classe entière. On essaye de faire le même programme en moins d'heures. Donc là où on pouvait prendre le temps avant, se reposer, revoir plusieurs fois la même chose de façon différente, espacer les séances de français et de mathématiques avec des séances de géographie, d'art, de culture un peu plus longues, on est obligé maintenant de se presser. Alors la solution que voient certains, c'est de dire qu'il faut simplifier les programmes. Sauf que moi, je pense que les élèves auraient droit à un programme plus consistant, quitte à l'étaler sur plus d'heures de cours pour qu'ils aient le temps de l'assimiler. Sachant que pour les professeurs des écoles, ça fait pas forcément une surcharge de travail, parce que moi, je préfère clairement être 1 heure de plus devant mes élèves que de passer des heures et des heures en réunion, en préparation de paperasse que seul l'inspecteur et encore lira. Je pense que ce serait plus utile
d'être devant mes élèves à ce moment-là. Voilà, et nous écouterons encore tout à l'heure cette prof de Grenoble nous parler de la question de la formation. Alors, commentaire, Pascal Laporte, Claude Thelot. Oui, si je puis me permettre, le temps est vraiment à la base de tout. C'est vrai que de restreindre le temps qu'on a devant nos enfants, ça va avoir une cascade sur leurs apprentissages, sur leur disponibilité à apprendre, la nôtre face à eux. Et je pense que là, il y a évidemment la clé du problème. On morcelle le temps, on fait du saupoudrage parce qu'on nous rajoute des disciplines qui sont certes intéressantes, mais donnons-nous le temps et les moyens pour vraiment pouvoir enseigner de façon sereine et que les enfants puissent absorber. Je pense par exemple à l'anglais, je suis très contente de faire que les enfants fassent de l'anglais, mais est-ce que c'est une priorité de dégager presque 2 heures par semaine pour cet enseignement-là, alors qu'il y a quand même des choses essentielles à leur faire passer quand on est en CE1, en CE2 et même jusqu'au CM2, sachant que c'est repris après au collège, évidemment. J'ai rien contre l'enseignement de l'anglais, excusez-moi d'aborder ça. Claude Thelot, cette prof des écoles de Grenoble, qui évoquait aussi au fond le divorce qu'il peut y avoir entre les conseillers pédagogiques, les inspecteurs et le travail de l'enseignant sur le terrain au quotidien. Enfin, le témoignage de cette professeure des écoles est très important, très intéressant. Un peu provocateur sur la fin, mais je vais y revenir après. Mais ce qu'elle dit au début est capital. C'est-à-dire, il y a de la difficulté à éduquer un certain nombre d'enfants dans notre pays. Il y faut du temps et des moyens spécifiques. Je suis d'accord avec la professeure des écoles qui est à côté de nous, Madame Laporte. Mais en même temps, il ne faut pas être peu exigeant. Il faut être exigeant. Il ne faut pas non plus placer la barre trop haut parce que ça décourage. Il faut placer la barre au-dessus de telle sorte que ça tire l'enfant, de telle sorte qu'il y ait de la valeur à apprendre, de telle sorte qu'il y ait de la valeur à maîtriser un certain nombre de choses. Et devant un enfant qui est de telle ou telle difficulté personnelle ou de telle ou telle difficulté sociale, dire « je réduis mes exigences », c'est une erreur. C'est une erreur. Mais ceci que je dis... Et on a été tenté de dire ça. Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on ait été tenté généralement. Mais le témoignage qui vient d'être donné... On a baissé la garde, on va dire. Je ne crois pas qu'on ait été tenté généralement dans notre système éducatif. D'ailleurs, par ailleurs, tout le monde se plaint, c'est un autre témoignage que vous auriez pu prendre, de la lourdeur des programmes. Par conséquent, je ne crois pas que globalement on ait été tenté de faire ça. Mais... le témoignage qu'elle a donné est très important parce que c'est toujours pareil. Ce qui est important dans un système éducatif, c'est ce qui se passe dans les classes et les établissements. Or, il s'y passe des choses très diverses. 8h17, coincé par les trains et autres problèmes de circulation. Brice Couturier au téléphone. Bonjour Brice. Bonjour Marc, excusez-moi d'être loin, mais je suis avec vous. Écoutez, je vais vous parler bien sûr du classement PISA. Le classement PISA qui mesure la régularité du lent déclin de notre système d'enseignement relativement à celui des autres pays testés. Il a d'abord fait l'objet, vous vous souvenez, d'un déni. Comme ces parents d'élèves qui accusent les enseignants de partialité quand on leur met sous le nez les piètres résultats de leur progéniture, nous avons commencé par mettre en cause l'examinateur. Puisque nous sommes par définition les meilleurs du monde et qu'en outre le niveau monte, nos mauvaises notes ne sauraient démontrer qu'une chose, le peu de validité des tests. Voyons. Il semble que la stratégie de communication de ce ministre, Vincent Peillon, et de ce gouvernement, celui de Jean-Marc Ayrault, soit cette fois au contraire de se servir de ce constat de déclin pour provoquer un sursaut. Bonne nouvelle, car ce n'est pas en dissimulant le thermomètre qu'on fait baisser la fièvre. Les tests PISA montrent une chose que nous savions déjà. Non seulement notre système éducatif ne corrige pas les inégalités de départ, mais il les aggrave. En parole, nous sommes le pays le plus égalitariste de la planète. En pratique, notre société, terriblement hiérarchisée, a sécrété une école à son image, une école qui excelle à sélectionner une élite et à la doter de compétences de pointe, mais en sacrifiant plus ou moins ouvertement les autres et en abandonnant franchement à leur sort les 15 à 20% de décrocheurs qui encombrent les classes, mais dont on ne sait pas quoi faire. C'est une catastrophe parce qu'un pays comme le nôtre aura de moins en moins les moyens de se passer de 15 à 20% de sa force de travail et que les emplois du futur exigeront, on le sait, de plus en plus de qualifications. En outre, notre enseignement à partir d'un certain niveau est excessivement conceptuel. Aussi, notre super élite possède-t-elle des connaissances très pointues, mais peu de réelles
compétences effectives. Et c'est peut-être l'une des causes du déclin français. Car un polytechnicien ne fait pas nécessairement un bon président de compagnie d'assurance, ni un énarque sorti dans les grands corps, un bon directeur de musée. Les tests PISA montrent que l'éducation n'est pas une question de moyens mais de méthode. Car selon l'étude réalisée récemment par la fondation IFRAP, notre pays dépense environ 30 milliards d'euros de plus pour le second degré que le Royaume-Uni ou l'Allemagne, alors que nous avons approximativement le même nombre d'élèves que ces deux pays. Mais ces moyens sont mal répartis, les financements sont concentrés chez nous sur le secondaire, au détriment et du supérieur et surtout du primaire. Nous avons beaucoup plus de professeurs que les Allemands ou que les Anglais, mais nous les rétribuons sensiblement plus mal. Or, dans des pays de forte immigration comme les nôtres, la maîtrise du français est absolument prioritaire, ainsi que l'acquisition des compétences de base. C'est donc sur le primaire qu'il faut se focaliser. Et là-dessus, le rapport de Philippe Claus est édifiant. Il montre que les instituteurs ne sont pas formés à l'enseignement de la lecture. Cet apprentissage est concentré sur le CP. Pour ceux qui ont loupé cette étape, il est souvent trop tard. En CE1, on est déjà passé à autre chose. Et ce rapport nous apprend aussi que si des élèves sont mauvais en rédaction à la fin du primaire, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'écrire plusieurs lignes d'affilée. Une autre cause du déclin régulier de nos performances, soulignée cette fois par Antoine Prost dans son ouvrage récent du changement dans l'école, c'est l'instabilité politique, redoublée par la fièvre réformatrice de nos ministres. Les enseignants se lassent de voir leurs programmes et leurs méthodes remis en cause à chaque alternance. Alors les pistes pour enrayer le déclin semblent converger vers quelques idées simples. Donner plus d'autonomie aux établissements, quitte à renforcer le pilotage en amont et l'évaluation en aval, concentrer les moyens sur le primaire en renforçant la formation des professeurs des écoles, passer d'une logique de sélection d'une élite sur la base de l'accumulation de connaissances à une logique d'employabilité pour tous sur la base de l'apprentissage du travail en groupe et de l'acquisition de compétences effectives. Mais le rapport PISA va-t-il provoquer cette prise de conscience ou les choses vont-elles demeurer en l'état dans la mesure où l'élite du pouvoir et de l'argent n'a pas spécialement intérêt à chambouler un système dont elle sait fort bien faire bénéficier ses propres enfants. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Alors de très nombreux points abordés dans cette chronique de Brice Couturier. Réactions, commentaires, j'ai vu quelques sourcils se lever ça et là, et notamment ceux de Claude Tello. Non, je pense que l'analyse est juste. Comme souvent dans notre pays, les analyses sont justes, mais le point n'est pas les analyses. Le point est ce qu'on fait. Ce qu'on fait. Ça fait 10 ans, 20 ans que ce genre d'analyse est fait. Là, c'est fait avec brio et avec une bonne synthèse à partir de PISA. On n'avait d'ailleurs pas besoin de PISA pour savoir ça, mais ça le confirme. Mais le problème n'est pas d'être intelligent dans la réflexion sur le système éducatif. Le problème est de faire en sorte que dans les établissements, dans les écoles primaires et dans les classes et dans les collèges, se passe une politique de la réussite de tous. Alors, cela étant, sur un ou deux points de cette analyse, je serais réservé. Je pense qu'il y a une erreur, et d'ailleurs l'OCDE fait cette erreur, à globaliser tout le secondaire. Il faut séparer le collège et le lycée dans l'analyse. Et à notre collège, il n'y a pas assez de moyens comme à l'école primaire. Et donc, quand M. Couturier dit il faut concentrer les moyens sur l'école primaire, non, il faut concentrer les moyens sur l'école obligatoire, c'est-à-dire le couple primaire-collège. Et de ce point de vue, je regrette que la loi récente de refondation n'ait pas mis en avant l'idée d'une école du socle. Cela étant, c'est vrai qu'il faut regarder beaucoup plus, et d'ailleurs aider les enseignants, soutenir les enseignants dans l'apprentissage. Et qui ne se sentent pas soutenus aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que la question de la formation des enseignants n'est pas la question centrale. La question centrale pour les enseignants, c'est l'accompagnement et le soutien et l'évaluation et l'aide tout au long de leur vie d'enseignant. D'une carrière, quoi. Une carrière d'enseignant, c'est quoi? C'est ça 40 ans. C'est ça la question centrale. Et ça, c'est une question sur laquelle nous sommes trop faibles. C'est-à-dire, les enseignants sont... C'est même inouï de penser que la société a délégué à des personnes le soin de se reproduire et que, en somme, elle les aide si peu tout au long de leur carrière. Vous êtes d'accord avec ça? On en a eu là, en l'occurrence enseignante avec nous ce matin, Pascal Laporte, professeur des écoles dans le 12e arrondissement de Paris. Pascal Laporte. C'est tout à fait juste. On est isolé. L'enseignant est isolé. Il jouit effectivement d'une grande liberté. Dans sa classe, il a la liberté de parole. C'est ce qui fait la force
de son métier, c'est ce qui fait aussi son attrait, mais il y a un isolement face aux difficultés. On est épaulé, mais de façon bricolée. On n'est pas un inspecteur est là pour nous évaluer, mais de façon maintenant ça a changé. On est plus écouté. Mais c'est rare, effectivement, il n'y a pas assez d'accompagnement et c'est pas très solide. Oui, Claude Tellot. Oui, moi je crois que ce que vient de dire comme témoignage Madame Laporte est tout à fait capital. Il faut que les enseignants soient libres. Parce que c'est dur d'éduquer un enfant. C'est d'ailleurs dur s'il n'est pas éduqué en plus dans la famille ou s'il n'est pas éduqué tout seul. C'est dur si l'école doit tout faire. Mais il faut que cette liberté de l'enseignant soit nourrie. On se moque du monde quand, sous prétexte de la liberté de l'enseignant, on les laisse tout seuls. Il faut que ça soit nourri. Alors, même si la question de la formation n'est pas centrale, comme vous l'expliquez, Thello, tout de même, elle pose problème à ces jeunes enseignants. Je vous propose de les écouter encore cette jeune professeure des écoles de la banlieue grenobloise qui explique notamment les défauts de la masterisation des concours. Une formation qui semble avoir oublié que les enseignants sont des gens de terrain. On a eu en tout et pour tout 2 jours de formation et c'était surtout de l'administratif en fait. Sinon, on n'a quasiment rien eu de concret. On a même eu un inspecteur qui nous avait expliqué que si Coluche y était arrivé dans le film Le maître d'école, nous on pouvait aussi y arriver. Dans les 2 premiers jours, on était regroupés dans une espèce d'amphithéâtre et on avait des diapos qui passaient. La seule chose qui se passait vraiment dans une classe, c'était en maternelle. Ça durait 5 minutes. On avait l'impression qu'il n'y avait pas plus de 15 élèves dans une classe. Moi, j'avais déjà été dans des classes en tant qu'observatrice, donc j'ai pu me raccrocher un peu aux branches, j'ai pu avoir des conseils de collègues, mais il fallait que ça aille très vite parce que dès la première semaine, on était plus ou moins inspectés dans nos classes. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de visites qui, à la fin, devaient aboutir ou pas à une titularisation. Donc, il fallait qu'on suive des instructions qu'on avait quasiment pas lues. Avant la masterisation, il y avait une espèce de formation en alternance qui... on était en alternance dans des classes et ensuite en formation au même moment, ce qui faisait qu'on n'était pas plongé directement dans le grand bain et qui finalement était beaucoup plus qualifiante d'une certaine façon que de nous faire passer 2 ans de plus à l'université. Oui, enfin ça... Claude Thello. Non, ça, je veux dire, je pense que cette jeune femme a passé sa formation initiale il y a 3-4 ans probablement, et ça représente la situation antérieure, qu'elle impute à la masterisation, mais qui en vérité est imputable à l'ensemble du dispositif. Il faut quand même dire que la création des écoles supérieures dans la loi de refondation de Vincent Payon est destinée à remédier à cette difficulté en développant le côté alternance, comme elle le dit très justement. Alors Claude Sébel, on ne vous a pas encore entendu, vous avez signé de nombreux travaux et de nombreuses tribunes sur cette question, notamment aussi qui est centrale, qui notamment est réagitée avec le fameux rapport PISA, cette question de l'échec scolaire vécu comme une fatalité. Vous dites, vous avez écrit notamment, c'était en 2011, depuis plus de 40 ans, le système éducatif français bute sur un obstacle qu'il ne parvient pas à surmonter, celui d'un échec scolaire socialement et culturellement concentré sur certains enfants des milieux populaires. Alors c'est tout à fait exact, mais je pense que, alors peut-être que je suis trop optimiste, il se passe des choses à partir du moment où on ne parle plus seulement de réduire l'échec scolaire, mais de promouvoir la réussite de tous les élèves. Et ce seul mot que Claude avait utilisé dans le rapport il y a 10 ans, eh bien maintenant, il va se concrétiser, il faut le concrétiser dans tous les instruments dont on a parlé. Et personnellement, je pense que sur la formation des enseignants, en particulier la formation initiale, il est évident que la suppression qui en a été faite d'une manière complètement stupide pour récupérer 18 000 postes a été un désarroi de 4 ou 5 générations d'enseignants qui ont été lancés sans aucune formation, peut-être un niveau académique correct, mais enfin, donc les EPSE sont vraiment... attention aux acronymes. Les écoles supérieures des personnels de l'éducation. C'est vraiment un espoir très très important, mais il faut bien les mettre au service, comme l'a dit tout à l'heure Claude Thello, des fondamentaux. Et si, par exemple, il y a, comme ça a été, je crois, une bonne décision, de dire dans un certain nombre d'écoles où il y a un certain nombre de difficultés, il faut mettre un maître en plus, c'est pas pour faire les bouches-trous, il faut pratiquement les replacer sur ces apprentissages fondamentaux. Et une des clés,
consiste à bien comprendre que c'est pour tous les enfants, y compris les enfants des milieux populaires, pour les garçons qui sont sans doute plus fragiles, pour les enfants d'immigrés non francophones, qu'il est vital que le plus vite possible, ils maîtrisent lecture et écriture. Et les deux ensemble. C'est très, très, très important. On a beaucoup insisté sur le langage oral. Est-ce que ça passe par des réformes? Ça passe par quoi, ça? Ça passe par une mobilisation d'une équipe éducative qui, dans une école... Mais il faut refaire des programmes, réécrire des programmes, refaire des lois. C'est une réforme. Qu'on comprenne comment ça marche. Il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut les programmes actuels de 2008, regarder comment ils ont été vécus, mais le rapport de Claus montre qu'il y a eu quand même quelques problèmes. Il y a eu des programmes en 2002 qui ont été très travaillés. Ils ont été un peu rayés de la carte, alors qu'ils étaient pourvus d'accompagnement, enfin d'un certain nombre de choses à revoir. Je crois fondamentalement que les enfants les plus fragiles sont très facilement marginalisés. Et le témoignage de la jeune femme de Grenoble disant « Mais moi, j'arrive à leur apprendre à lire. » Et on me dit « Mais non, tu sais, on prend dans une ZEP, il ne faut pas aller trop vite, etc. » Alors ça, c'est quelque chose de dramatique. C'est-à-dire que je pense que dans la loi, on met l'accent sur une école bienveillante, accueillante, faisant confiance aux enfants, mais c'est aussi une école exigeante. C'est-à-dire que tous les enfants doivent atteindre le socle commun qu'on a trouvé, je trouve, défini pour la première fois dans le rapport d'il y a 10 ans sur le débat national sur l'école. Louise Touré? Oui, pour revenir au témoignage de cette enseignante, j'avoue que c'est proprement hallucinant d'entendre une enseignante dire qu'on lui a dit on laisse tomber des élèves. Et ça, il faut le retenir quand même. Parce que si ça existe, et ça existe visiblement, c'est très grave. Mais Pascale Laporte, vous qui êtes enseignante, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on vous a appris dans votre formation initiale, et si ce n'est initiale dans votre formation continue, si vous en avez eu, à traiter la grande difficulté scolaire? Parce que tout est là. Si ces élèves sont en difficulté dès le CP, et on sait que c'est très prédictif, les difficultés au CP souvent annoncent les difficultés ultérieures, il faut agir tout de suite. Est-ce que ça... on vous a appris à le faire, et qu'est-ce que vous faites quand vous avez des élèves qui visiblement n'arrivent pas à apprendre à lire? Pascale Laporte, professeur des écoles à Paris, 12e arrondissement. Alors, ce qu'on fait, il n'y a pas de magie. On prend les enfants presque dans des cas individuels. On fait des petits groupes. Et là, on pouvait le faire avant parce qu'on avait le réseau d'aide qui s'appelle le RASED. Les RASED qui ont été supprimés. Plus ou moins par la dernière majorité, je le précise. Oui, mais alors ça, c'est vraiment... c'était un grand regret pour nous parce qu'ils nous épaulaient. On pouvait faire des petits groupes. On éclate. Un groupe qui ne fonctionne pas bien, à 30 élèves, vous ne pouvez pas apprendre à lire et vous ne pouvez pas avancer dans le programme de français ou de mathématiques avec un groupe de 30. Ils ne sont pas tous au même rythme. C'est pareil, mais je pense élémentaire et logique. Donc, il faudrait éclater ces effectifs d'enfants, donc avoir plus d'enseignants sur le terrain ou travailler à deux. Pas partout. Peut-être pas partout. Mais oui. Madame a raison, il en faut plus dans les endroits où apprendre à lire ne va pas de soi. Il faut qu'il y ait à certains moments de la scolarité, pas tout le temps, mais à certains moments capitaux comme le CP, il faut qu'il y ait des classes de 5 élèves. Mais pas partout, vous dites où? Parce que vous pensez aux ZEP? Non, c'est parce que je pense qu'il y a des tas d'endroits où il n'y a pas besoin d'avoir des classes de 5 élèves, c'est-à-dire l'apprentissage de la lecture se fait facilement. Mes petits-enfants ont appris la lecture facilement dans des classes de 25, sans difficulté. Claude Sebel, comment avez-vous évalué, vous, cette question de l'apprentissage de la lecture qui aurait perdu, pour le dire vite, un peu caricaturalement, en efficacité par rapport aux anciennes générations? Écoutez, je ne veux pas me lancer dans des débats sur les méthodes, les manuels, etc. Il y a pourtant des débats. Alors, les débats sont très violents, ils sont au couteau. Mais en réalité, progressivement, tout converge sur l'idée, le plus tôt possible, tous les enfants d'une classe, et ceci d'ailleurs restaure l'homogénéité de la classe, doivent maîtriser le code, c'est-à-dire pouvoir progressivement lire et avoir une participation. Et s'ils sont entraînés dans ce sens-là, en fait, progressivement, ils adhèrent à l'ensemble de l'école. Là, il y a actuellement une évaluation qui est faite sur les programmes de réussite éducative, qui s'apporte sur un échantillon énorme de 26 000 élèves. La première chose qu'on a remarqué, c'est que 93% des enfants se disent heureux à l'école. C'est quelque chose de fondamental.
fondamentale. Enfin une bonne nouvelle. Enfin Mais un oui, bon chiffre. C'est une attente. Ça s'arrête au collège. Hein. C'est une attente. Non, mais c'est une attente énorme au niveau de l'école maternelle et de l'école primaire. Les outils leur sont nécessaires parce que si ensuite, au CE1 ou au CE2, ils ne maîtrisent pas lecture et écriture, eh bien, ils vont être petit à petit largués. Et le système éducatif, en effet, il faut utiliser les réseaux d'aide, mais il faut le faire sous la responsabilité de l'enseignant. C'est qu'il doit garder avec chacun de ses élèves un rapport affectif, positif, dans toutes les circonstances. Et surtout pas le couper du reste de la classe. C'est un élément tout à fait fondamental. Ah oui, évidemment. Oui, c'est ça, très j'en suis convaincue. Et ça, c'est un élément qu'on a fait paraître... Enfin, vient de paraître un document sur repères pour les activités pédagogiques complémentaires qui met l'accent là-dessus. L'enseignant est le pivot dans sa classe. Agnès Benassi-Kéré. Vous avez tous l'air d'être assez enthousiastes de cette idée de plus de maîtres que de classes. Pourquoi pas, enfin moi très bien, mais ce qui me soucie, c'est que c'est quand même un dispositif extrêmement coûteux et je ne suis pas sûre qu'on ait prévu véritablement le dispositif d'évaluation. Si on veut véritablement évaluer ça, il faut le mettre en place par vague, avec des classes tests, de manière à voir effectivement l'efficacité, et si c'est efficace, bah, très bien. Et faire un rapport efficacité-coût. Il y a plein d'expérimentations qui ont été faites. Je trouve qu'on ne s'appuie pas suffisamment sur ces expérimentations pour aller de l'avant. Il y a des choses récentes qui ont été faites, par exemple, sur l'implication des parents dans l'éducation, avec des dispositifs peu coûteux qui consistent à faire des réunions avec les parents et on voit l'impact énorme sur la réussite des enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne s'appuie pas davantage sur les expérimentations qui ont eu lieu pour définir les politiques éducatives ? Claude Tellot. Moi, personnellement, je n'ai pas dans cette discussion été l'avocat du dispositif plus de maîtres que de classes. Donc, je rectifie ce point. En revanche, j'ai dit, et je continue à dire, que ce qu'il faut, c'est diversifier les moyens et quantitatifs et qualitatifs, c'est-à-dire mettre plus d'enseignants dans certaines écoles et moins dans d'autres, et pas les mêmes enseignants dans certains cas et dans d'autres, de telle sorte, je le répète, qu'il y ait des classes à 5 ou 6 élèves quand c'est très difficile de leur faire apprendre à lire et à écrire. Claude Sebel a raison, c'est le point de départ, lire et écrire. Et le plus vite possible. Et dès le CP, et dans d'autres classes, il n'y a pas besoin d'avoir un tel effort. Et donc cette diversification qui est la justice, pour la jeunesse de notre pays, cette diversification, ça dépasse de beaucoup le dispositif plus d'un maître par classe, ça dépasse de beaucoup le dispositif des ZEP. Il faut faire cette diversification juste et alors maîtriser. C'est-à-dire, il faut savoir ce qu'on fait. Ça ne peut pas être l'arbitraire. D'où, évidemment, une nécessité très importante d'évaluer. Je le fais dans cette école du 12e, éventuellement chez vous, madame, parce que cette école a ceci, a cela, et je ne le fais pas dans celle-là. Louise Touré. Oui, alors pour revenir aux moyens de remédier aux difficultés scolaires et pour poursuivre votre intervention, Agnès Benassi-Kéré, il y a des maîtres supplémentaires, mais il y a aussi la façon dont on enseigne à toute la classe quand on est enseignant. Ça s'appelle la pédagogie différenciée, par exemple. C'est savoir s'adresser à chacun en s'adressant à tous. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais enseigner, c'est aussi... Enfin, la pédagogie, c'est un art, mais ce sont aussi des techniques. Cette pédagogie différenciée, c'est ce qu'on fait dans beaucoup de pays qui se classent bien à PISA. Alors, je ne vais pas ressortir l'exemple de la Finlande, mais c'est arriver à parler aux élèves en difficulté, en parlant aux bons élèves, et tout le monde progresse en même temps, mais à son rythme. Ça manque dans la formation des enseignants. Pascal Laporte. Oui, je pense que ça manque, effectivement. Les trucs, les procédés, les astuces ne sont peut-être pas très bien enseignés, mais moi, je reviens sur ces histoires d'effectifs. On parle d'enseignement de la lecture. Je pense qu'effectivement, c'est ça. Il faut miser à fond là-dessus et savoir faire confiance aux enseignants quand ça ne va pas. Moi, je suis pas dans une ZEP, par exemple, mais je suis dans une école qui est surchargée. On a beaucoup trop d'enfants. On a un profil de famille très varié. Et, on ne relève de rien de particulier, mais on ne peut pas. On a des doubles niveaux. On a 3 doubles niveaux dans une école de 8 classes avec des CE2, CM2. C'est
extrêmement difficilement gérable. Voilà, moi je suis dans le alors, concret. dans ces cas-là, Pascal Laporte, vous Oui. vous sentez quoi? Une responsabilité écrasante par rapport ensuite à ce qu'il va y avoir dans les évaluations? Quand on dit que le système scolaire est en échec, est-ce que vous vous dites, bon, on met tout sur le dos? Et comment faire pour réformer cela, ou pour ne pas continuer, au fond, la chute des résultats? Comment on interprète à grande échelle c'est quand même ces analyses, ces constats, aussi caricaturaux qu'on puisse les trouver, qui disent qu'il y a un problème, réellement? Comment on le supporte ça, soit quand on rentre tous les matins dans sa salle de classe? Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire qu'on se motive. C'est un métier qu'on aime. Donc déjà, Bien on sûr. y va, on a envie d'y aller, on a envie de retrouver les enfants. C'est une alchimie, une classe. Il y a tout un tas de choses qui sont là. On est en train de parler de choses très concrètes. Mais c'est une ambiance et c'est une confiance. Les enseignants perdent ça, je trouve, avec le temps. Je le vois au fil des années. Il y a une lassitude qui s'instaure et qui s'installe. Mais qui est dû à quoi? Parce que les politiques On n'est n'écoutent pas pas écouté. assez. C'est On le n'est pas cœur du problème, selon vous, Mais il est là? bien sûr, quand on dit et qu'on répète, moi ça fait 15 ans que je suis dans cette école, on dit qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Il nous faudrait un maître de plus. Qui nous écoute? On le remonte, on fait remonter. Mais ça fait des décennies, ça. Claude Thelot va me contredire, mais que les profs demandent qu'à ce qu'il y ait plus de profs, au fond. Oui, alors, donc qu'est-ce qu'on fait? On se retrousse les manches, on y va, on essaie de s'occuper de tout le monde, on applique la pédagogie différenciée, parce qu'on y croit quand même, mais on s'aperçoit qu'effectivement, on évalue parce qu'on est obligé d'évaluer, mais qu'il y en a toujours qui restent sur le bord du chemin, parce qu'on n'a plus nos RAZ, effectivement, excusez-moi, mais de revenir là-dessus, on n'a plus d'aide concrète, effective, qui fait que tout le monde peut être pris en considération. Claude Sébel. Oui, sur la pédagogie différenciée, il faut voir qu'il y a des limites. Si la classe est trop hétérogène, l'enseignant se trouve devant un stress absolument épouvantable pour le gérer. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir, en effet, travailler par petits groupes, mais toujours dans la logique de remettre l'ensemble des enfants dans le groupe le plus homogène possible. Ça, c'est très très important. Et il faut comprendre aussi que vous avez des enfants qui sont quand même très éloignés des langages de l'école, et pour pouvoir entrer dans ces langages, il y a une nécessité d'incorporation d'un certain nombre de mécanismes, y compris, pour commencer, la lecture et l'écriture et le calcul. Et cette incorporation, elle demande du temps. Et si on veut faire ça dans des délais trop courts, eh bien, pratiquement, vous pouvez avoir, pendant une période des vacances, des régressions considérables. Et là, il y a des travaux qui sont en cours actuellement dans ce domaine-là, qui, je pense, seront très intéressants pour comprendre les possibilités, beaucoup de liberté au niveau des enseignants, sachant qu'il y a actuellement des initiatives très très nombreuses qui sont prises avec une énorme créativité. C'est un métier assez innovant. Alors, on arrive quasiment au bout de l'émission. Louise Toury, une dernière question. Mais on avait dit qu'on parlait des programmes, hein, cher Marc, donc peut-être dire un mot sur ces nouveaux programmes qui sont attendus. Les programmes de 2008 ont été très critiqués. En tant qu'enseignante, Pascal Laporte, qu'est-ce que vous attendez d'un programme? Les programmes de 2008 revenaient un peu aux fondamentaux, étaient moins pédagogiques dans le sens un peu idéologique du terme. Alors vous, ces nouveaux programmes, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils contiennent? Les programmes, moi je ne suis pas insatisfaite des programmes d'aujourd'hui. On n'arrive pas à les tenir parce qu'effectivement, toujours, on manque de temps. Trop chargé? Trop chargé, oui. Alors, c'est ça. On parlait d'exigences. Surtout, ne les diminuons pas. Soyons exigeants. Les enfants peuvent beaucoup et on y croit. Donc, aidons-les à avancer en ce sens. Mais les programmes, non, je n'ai pas grande idée là-dessus. Hein. Je veux avancer, qu'on me donne les moyens de faire mon métier. Et j'ai l'impression que je ne les ai pas. Et peut-être pour Claude Thelot, Alain Boissineau, donc le président du Conseil supérieur des programmes, nouveaux programmes, a parlé de nécessité de fabriquer des programmes faisables, entre guillemets, il l'a dit au CSE, par des élèves normaux, lambda. Non mais attendez, on ne parle pas des programmes en moins d'une minute.